Alors, aujourd'hui, nous sommes à 3 mois après la formulation des recommandations de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo. Globalement, quelle appréciation faites-vous de la mise en œuvre de ces recommandations? 3 mois après l'adoption de la feuille de route, le bilan est clair, simple et peut se résumer en un mot. Échec. Déjà, échec. N'ayez pas peur de la vérité, M. Afanou. N'ayez pas peur de l'évidence. C'est une évidence. Le régime a mis en échec la mise en œuvre de la feuille de route. N'ayez pas peur de le reconnaître. Aujourd'hui, on a violé la feuille de route et c'est le régime en place qui a violé la feuille de route. Alors on peut s'étonner du mot échec parce qu'on a l'impression que la coalition elle-même continue de suivre cette feuille ces recommandations. Et les autorités estiment également être en train de suivre ces recommandations en organisant les élections. Peut-être une mise en œuvre de chaque côté, mais parler d'échec, pour vous, c'est un terme assumé. C'est assumé parce que, et puis c'est très clair pour tout le monde. Regardez, et puis même je fais référence à ce que vous avez passé tout à l'heure, à la lecture de M. Ducé le 31 juillet. Vous avez vu que, et ça on l'a dit assez, que sciemment M. Ducé a oublié de lire une partie des recommandations. Et c'était ça déjà qui montrait qu'il y a un problème. Parce que vous n'oubliez pas que ça fait 27 dialogues que nous faisons au Togo. Au Togo, ce ne sont pas la recherche des solutions qui nous cause problème. C'est l'application de ces solutions-là trouvées. Et au sorti du 31 juillet, et après les réunions du comité de suivi, dont la dernière c'était le 23 septembre, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que on doit faire des mesures d'apaisement et libérer les prisonniers politiques. Aujourd'hui, ces mesures d'apaisement ne sont pas exécutées. Justement, sur la libération des détenus politiques, les autorités estiment que la coalition et elle n'arrivent pas à s'entendre sur le nombre exact de détenus politiques, qui est détenu politique et qui ne l'est pas. Combien ils disent? Si c'est 2, il y a qui libère ces 2-là? Ils pensent en avoir libéré déjà. Non, il y a encore beaucoup, il y a 44. Il y a 44 prisonniers politiques. Selon des partis politiques et de la société civile qui sont encore en prison. Selon le dénombrement que vous avez fait. Selon le dénombrement que nous avons fait et aussi selon le travail de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme qui l'ont dit et répété, qui l'ont publié. Il y a des noms. Ce ne sont pas que des chiffres. Derrière ces chiffres-là, quand on dit 44, il y a des familles qui souffrent. Vous avez vu passer peut-être, mais je pense même avoir écouté sur vos ondes le témoignage. La maman de Folie Sativi notamment l'épouse de Joseph Eza. Et tout ça là, est-ce qu'ils vont dire que on ne s'entend pas sur les prisonniers? Alors ceux-là, justement, les exemples mentionnés, les autorités affirment retenir des charges contre ces personnes. Est-ce que ça en fait des détenus politiques? Pour Folie Sativi, on parle de troubles à l'ordre public. Joseph Eza, si mes souvenirs sont bons, lui reproche de détenir des jumelles de type militaire, si mes souvenirs sont bons. Alors, est-ce que ça entre dans la catégorie des détenus politiques? Qui est véritablement un détenu politique? En fait, ce n'est pas réellement... Joseph Eza n'a jamais détenu de jumelles. D'accord? C'est une accusation portée contre un autre membre de Nubweke. Et je précise aussi que en aucun cas, il n'a jamais été question même de jumelles de type militaire. C'est ce que le communiqué des autorités avait dit à l'époque. Eh bien, c'est faux. Et c'est la même chose quand vous prenez le jeune Sativi. On lui reproche d'avoir déroulé une banderole pour narguer les gendarmes, alors que dans le rapport de perquisition, c'est bien mis que c'est à son domicile qu'ils ont retrouvé cette banderole-là. Donc vous comprenez que de toute façon, quand quelqu'un ne veut pas faire des choses comme il se doit, il va trouver des prétextes ailleurs. Ces prisonniers-là, ils sont 44, c'est des femmes qui souffrent. J'ai oublié même de rappeler le cas de l'épouse de Johnson Asiba qui était enceinte quand son mari a été mis en prison. Aujourd'hui,
elle a accouché et elle a l'impression d'avoir donné un enfant sans père. Et on précise pour ce dernier qu'il est accusé de publication de fausses nouvelles suite à l'élaboration de son rapport sur la situation dans le pays. Oui, donc c'est lié à la crise. C'est lié à la crise. Il a fait un rapport pour dire qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des disparitions au moment de la crise et il est emprisonné. Ça veut dire que c'est un détenu politique. C'est quelqu'un qui paie un peu parce que le prix de la répression, parce que en fait il ne faut pas oublier ce qui est très important. Il ne faut pas oublier pourquoi nous sommes en lutte. Je vais y revenir, mais permettez-moi de montrer pourquoi nous avons échec, pourquoi on dit. J'ai donné un exemple justement des mesures d'apaisement. Voilà. Il y a aussi la question des réformes mentionnées dans ces recommandations. Mais avant d'arriver aux réformes, je voulais ajouter que non seulement les mesures d'apaisement ne sont pas exécutées, mais en plus on assiste à de nouvelles arrestations. On assiste à des agressions violentes sur les responsables politiques. Ça se multiplie. Ça a eu lieu à Tchamba, notamment au nord du pays. Ça a eu lieu à Sola. Et ça a eu lieu à Kara. Vous voulez parler des représentants fédéraux des partis membres de la coalition dans ces localités? Tout à fait. Est-ce que dans ces actes, vous classeriez également l'incendie du siège du parti UNIR ou pour vous c'est un autre chapitre? Écoutez, on a dit, nous avons appris qu'il y a eu incendie du siège du parti UNIR. À Sokodé. À Sokodé. Pour le moment, on ne nous a pas dit ce qui s'est passé, si c'est criminel ou pas. Je ne sais pas si le ministre de la Sécurité a fait un communiqué là-dessus. Donc je ne peux pas me prononcer, puisqu'il faut nous dire si c'est criminel. Si c'est criminel, on va prendre position. Et si c'est criminel, il faut des enquêtes pour savoir aussi qui c'est. Donc, on ne peut pas juste me dire qu'il y a un incendie et puis je vais classer ça dans ce cas-là d'agression. Vous attendez d'avoir davantage d'informations. Parce que quand je donne l'exemple de Kara, où un responsable de la coalition a été roué de coups dans la nuit à son domicile et laissé pour mort dans une mare de sang, nous savons bien qui l'a fait. Nous connaissons les noms et le ministre de la Sécurité ne veut pas réagir. Il nous parle encore de groupe d'autodéfense. D'accord? Quelle autodéfense à domicile pour dans une tentative de mort, d'assassinat. Donc, c'est des exemples précis, vous comprenez. Donc, il y a ça. Il y a aussi que nous avons demandé que les forces de défense qui occupent toujours les villes du Nord se retirent. Mais non seulement ils ne partent pas, mais en plus, cette fois-ci, ces forces de défense-là tirent à balles réelles sur les populations, comme c'est le cas à Sokodé depuis 3 jours. Vous comprenez que c'est grave et on peut parler d'échec puisque la feuille de route est censée régler une crise. Et sur ce dernier point, les tirs à Sokodé, est-ce que vous avez davantage d'informations en ce qui concerne ce qui s'est passé? Pour l'instant, les informations qui nous reviennent, c'est que on ne compte pas de morts. Et donc, du coup, nous touchons du bois, nous croisons les doigts qu'il n'y ait plus de victimes sur la tête de nos aïeux. Mais tout le monde sait, nous le savons, les informations sont précises. Il y a des forces de défense qui tirent pour terroriser les populations. Et les cas sont tellement graves qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi Sokodé? Pourquoi cette terreur-là sur la population? Et vous pensez que tout ceci participe à l'échec des recommandations de la CEDEAO? Bien sûr. Maintenant, qu'en est-il des réformes? On a l'impression qu'il n'y a plus que les organisations de la société civile qui en parlent. L'attention étant braquée sur cette question de recomposition de la CENI. Vous avez raison. C'est-à-dire que à un moment donné, au niveau de nous, les politiques, nous avons fait quelques erreurs. C'est-à-dire que peut-être que nous ne communiquons pas assez, nous ne montrons pas que, nous n'expliquons pas bien les choses, nous ne montrons pas aux populations les motivations de cette lutte. Vous comprenez? Et on donne l'impression de se braquer sur des places à la CENI. Mais le problème fondamental, c'est quoi? Et c'est ça qui participe à l'échec de cette feuille de route, c'est qu'il y a eu inversion.
de la logique opérationnelle. La logique opérationnelle et la feuille de route l'a précisé, c'est que on fait les réformes avant d'aller aux élections. Mais le régime a repris unilatéralement le processus électoral. Alors que la feuille de route indique clairement que les opérations électorales doivent être conduites de manière consensuelle et paritaire. Mais ce qui est important, c'est que nous devons faire les réformes avant les élections. Donc, et comme les derniers développements de l'actualité parlaient de cette histoire de CENI, on a l'impression que nous nous braquons sur les places à la CENI, c'est pour les élections. Mais clairement... Vous pensez qu'il y a un échec? Et je vous dis que aucun parti politique de la coalition, en tout cas, n'est disposé à participer, à collaborer à des élections sans que la logique ne soit respectée. Et il y a des réformes indispensables. Ces réformes indispensables-là, on les connaît. On les connaît. Personne ne peut nous dire, on peut aller passer en revue toutes ces réformes-là tout à l'heure si nous avons le temps. Mais ce qui est important, en fait, c'est que, et c'est pour ça que je parlais d'erreur au niveau des responsables politiques. Parce qu'à un moment donné, on a donné l'impression aux populations que nous avons oublié les raisons de notre lutte. Les raisons pourquoi le peuple s'est levé. Le peuple ne s'est pas levé pour les élections. Le peuple s'est levé parce qu'un clan, une minorité, une mafia a pris le Togo en otage. C'est une lutte de libération. Cette lutte de libération doit permettre aux Togolais de profiter des richesses de leur pays à travers un développement qui touche tous les villages. C'est une lutte pour le paysan de Kanté qui n'a pas 22 000 francs CFA pour payer les frais de scolarité et les cotisations parallèles pour sa fille en terminale. Et sa fille vient d'être renvoyée de l'école, elle est à la maison. C'est une lutte pour ça. C'est aussi... le peuple s'est vraiment levé pour dire qu'un ministre de la République, un chef d'État, ne peut pas mettre ses enfants à l'école française à 3 millions de francs CFA. Au British School, à 12 millions de francs CFA. Vous êtes bien renseigné, vous. Je connais très bien, je me suis renseigné. Au même moment, les enfants de Soumdina, à Kara, au nord du Togo, sont obligés de louer des briques, de transporter ces briques-là chaque matin sur la tête pour aller s'asseoir afin de suivre leur cours en classe. Le peuple s'est levé et se lèvera encore pour dénoncer la transformation de nos hôpitaux en mouroirs. Vous nous direz dans quelques instants si vous ne croyez plus du tout aux chances d'aboutir de ces recommandations puisque vous parlez d'échecs. Nous allons donner la parole aux auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, 3 mois après leur adoption, où en est-on dans la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous rappelons que nous sommes avec Nimdewa Atakpama, délégué aux affaires intérieures du Parti des Togolais. Premier auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur Afanou. Bonjour, monsieur Bankole. Oui. Allez-y, nous vous écoutons d'Amoutivé. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bankole. Monsieur Afanou, vous demandez où en est-on en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations. Mais on est au statu quo. Absolument rien n'a bougé. Et nous sommes tristes, nous sommes inquiets. Comme l'a souligné l'invité, je crois que le pouvoir n'a aucune volonté de mettre en œuvre ces applications-là, ces recommandations. Il n'a aucune volonté, tout simplement parce que ils sont réfractaires au changement. Nous cesserons de le dire. Moi, je serais à leur place que j'aiderais l'opposition, j'aiderais le peuple togolais à aller, à aboutir à l'alternance. Le pouvoir a intérêt à aider ses opposants à prendre le pouvoir. Mais n'y a-t-il pas de chance que finalement les choses prennent les bonnes directions avec ces recommandations? Non, pas du tout. Nos inquiétudes ne font que grandir au jour le jour. Bien. Vu les événements qui se passent un peu partout, notamment à Sokouré, Bafilo, Tchamba et Kara. Bien, et merci. C'est vraiment dommage.
Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kankou dit que c'est du statu quo. On fait seulement du surplace pour affamer davantage la pauvre population. L'enfer n'est pas loin du Togo, écrit-il. Kossi Thomas Haïdi dit que, comme dans son habitude, UNIR cherche encore à dribbler les recommandations comme il l'a fait avec la PG, mais maintenant il est coincé par la coalition et la CEDEAO. Tôt ou tard, les deux parties seront obligées de l'appliquer. Un autre auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour Antoine. Bonjour Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, Monsieur nous vous écoutons. bonjour. Bonjour, monsieur Kanidek. Antoine, moi je dirais simplement que la CEDEAO est en train de faire son petit bonhomme de chemin et est en train d'accompagner le pouvoir à réitérer 2005. Et c'est très dommage. Hein. Sinon, si vous voyez tout ce qui se passe, est-ce que vous voyez que la CEDEAO est en train d'assumer sa feuille de route? Non. Il y a quand même un comité de suivi, même s'il se réunit peu régulièrement, comme certains le disent. Est-ce qu'il faut former un comité de suivi pour se réunir peu régulièrement au moment où la situation est tangible? Non, la CEDEAO là, elle est en train de créer du dilatoire. Il faut voir, on a vociféré sur toutes les chaînes que le président Alpha Condé va envoyer un avion pour prendre la délégation de la C14 et puis de la CEDEAO pour une rencontre. Et finalement, il faut voir la grimace fallacieuse qui nous ont donné. Donc pour vous, vous pensez que la CEDEAO est en train de jouer la montre? Elle est en train de jouer la montre et est en train de jouer le jeu du pouvoir et pour réitérer 2005. C'est très dommage. Bien, on verra dans quelques instants. Bonne journée à vous également, ce que Nimdewa Atakpama en pense. Sur la page Facebook de Nana FM, Vic Djidoula dit que 3 mois après, on fait du surplace et c'est toujours ainsi. Et les conséquences du surplace sont lourdes pour la population qui crève de faim. Félix Cézourlon écrit que le régime bloque tout. Pascal Tey écrit que c'est du pipeau tout simplement. Et Kofi Essa dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Encore un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agua. Lorsqu'on écoute Monsieur Doucet, le ministre des Affaires étrangères, il était bien clair que la réforme devait dévancer toutes choses. Ça c'était clair et c'est net. Ça ne prête pas à interprétation. Mais qu'est-ce qu'on voit? Vous vous rappelez, moi j'ai dit toujours que ces réformes ne se feront jamais, au mieux se feront à la manière du RPT UNIR. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est une véritable réforme qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils nous amènent aux élections avec des cartes qui deviennent des cartes d'identité. Vous voyez, c'est jamais vu. Les cartes d'électeurs deviennent des passeports. Alors pour vous, quel est le bilan de la mise en œuvre des recommandations 3 mois après? Le bilan, est-ce qu'on peut parler même du bilan? Et monsieur, celui qui m'a précédé l'a dit tout à l'heure. Monsieur Kanidek l'a dit avec la complicité de la CEDEAO. Écoutez, la version qui nous sert là, cette histoire d'avion, vous avez 3 pays qui n'ont pas d'avion, le Togo, le Ghana et la Guinée. Il faut être bête pour prendre cette version. Donc, le bilan est très négatif. Ça, il ne faut même pas parler de bilan. Bien, merci. Et c'est pas fini. Vous voulez que j'aille encore? Vous avez 20 secondes. Ce débat ne va pas se finir, hein, monsieur Baglo. Allez-y, 20 secondes. Bonne journée. Ah, okay. Tant mieux. Passez une bonne journée. Alors, on a eu monsieur Bankole Damoutive qui s'est dit déçu et inquiet de la situation. Kanidek qui pense que la CEDEAO veut réitérer 2005 et que l'institution est en train de jouer le jeu du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Son opinion n'est d'ailleurs pas très loin de celle de monsieur Maglo qui pense à peu près la même chose. Vous savez, ce processus-là qui a amené à une feuille de route dont nous parlons d'échec aujourd'hui n'a pas été un dialogue. La CEDEAO a fait un peu ce qu'on appelle l'arbitrage, puisque les deux délégations ne sont jamais parlé directement.
Et la CEDEAO a toujours arbitré pour donner des conclusions. Et quand vous voyez la feuille de route, vous voyez bien que c'est la CEDEAO qui signe. C'est un arbitrage. Et ça veut dire que la CEDEAO a une grande responsabilité pour la réussite de la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Mais, en même temps, cela dit, nous, Togolais, nous ne devons pas oublier que c'est notre lutte. Quel que soit ce qu'on pense de la CEDEAO, si on pense que la CEDEAO veut rééditer les forfaitures de 2005 ou pas, l'essentiel c'est que si nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons, c'est à nous de faire plus d'efforts pour les avoir, parce que ce que nous avons aujourd'hui, moi je suppose que c'est en lien avec les efforts que nous avons déployés. Si ce n'est pas suffisant pour nous, c'est le moment de se remettre encore debout pour avoir ce que nous voulons, parce que nous pouvons l'avoir. Nous pouvons l'avoir. La lutte populaire est invincible. Donc, c'est ce que je voudrais dire à tous les Togolais. Gaëtan Max Ajavon sur la page Facebook de Nana FM pense que la CEDEAO a permis au pouvoir actuel de piéger la coalition des 14, mais il oublie que la CEDEAO joue sa crédibilité et surtout sa survie avec le problème togolais. Si la CEDEAO échoue dans cette crise, alors UNIR aura réussi à la détruire. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, vous connaissez ma position depuis. Qu'est-ce que je vous dis? Que le régime va aux élections, hein, je vous cite exactement. Très bien. C'est-à-dire, le régime est dans sa logique. La conservation du pouvoir à l'éternité. C'est-à-dire, c'est à l'opposition de savoir que le mot alternance là n'existe pas dans la tête du pouvoir. C'est vous qui cherchez l'alternance. Cherchez comment organiser pour aller à l'alternance. Maintenant, à ma connaissance, moi je sais que ce régime n'a pas accédé au pouvoir par les urnes. Si vous référez de l'histoire du Togo, ce régime n'a pas accédé au pouvoir par les urnes. Bon, si vous voulez que le régime vous prépare une élection transparente, faites tout possible pour gagner le pouvoir. Il ne faut pas gagner les élections au Togo, il faut gagner le pouvoir. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'avion, l'histoire de l'avion là, moi, il ne faut pas donner ce que vous êtes en train de dire là, c'est grâce pour le peuple togolais quand on dit que vous êtes parti à l'aéroport et que l'avion n'est pas arrivé. Mais l'avion, ce n'est pas Zénidia. Hein. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous avez quitté votre maison et tout ce que, d'après tout, il faut que l'avion n'est pas arrivé. C'est à l'aéroport que vous voulez de faire le constat que l'avion n'est pas arrivé. Le Guinéen, là, vous trompe. Bien. La CEDEAO est un chef d'État donc pour vous, monsieur Pélé, vous pensez que les partis de la coalition doivent s'organiser pour gagner les élections? C'est ce que vous disiez? Bien, il faut qu'ils s'organisent dans une... C'est-à-dire, quand vous ne préparez pas, vous ne se préparez pas, il faut nous dire quelque chose de concret maintenant. Maintenant, pour le bilan, vous avez déjà dit qu'il y a échec. Maintenant, il y a des protagonistes. On attend l'autre venir dire son bilan. Vous avez dit... Donc vous aimeriez ce que le parti au pouvoir pense aussi de la mise en œuvre de ces recommandations. Merci. C'est-à-dire c'est le pouvoir même qui a écrit une feuille de route à la CEDEAO. Non, ça vous ne pouvez pas en être sûr, hein, monsieur Pélé. C'était une conférence des chefs d'État. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, 3 mois après leur adoption, où en est-on dans la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO? Un autre auditeur en ligne, allô? Monsieur Afono. Oui. Oui, c'est Bankole qui revient. Allez-y, nous vous écoutons. Ce que vient de dire le auditeur précédent, je crois que ça a été intéressant. Parce que on a l'impression que le pouvoir ne veut pas permettre à son opposition d'accéder au pouvoir. Mais eux-mêmes, à plusieurs reprises, ils ont exprimé leur ouverture pour les réformes. Ils disent avoir même introduit un projet de loi à l'Assemblée pour. Non. C'est-à-dire, est-ce que l'opposition doit prendre le pouvoir, doit se battre pour le pouvoir ou se battre pour les élections? Et il est clair aujourd'hui que ce régime n'organisera jamais d'élections transparentes. Jamais. Ils doivent comprendre que longtemps,
n'est pas éternel. Donc vous pensez que la coalition devrait s'organiser, comme le dit Pelé, pour battre le pouvoir dans une élection en formant une alliance? Non, s'organiser de quelle manière? Pelé, lui, il a toujours proposé qu'ils aient un programme commun, c'est-à-dire tel qu'ils sont aujourd'hui au sein de la coalition. Non, vu ce qui se passe aujourd'hui, je crois que l'alternance au Togo ne passera pas par les urnes. À mon avis, hein. Alors, c'est pourquoi j'ai dit tantôt bien. Que le pouvoir a intérêt à aider son opposition à céder au pouvoir. Cela va dans son intérêt. Ils doivent comprendre que longtemps n'est pas éternel. Ce qu'on dira que ce pouvoir a existé longtemps, sur une période, on ne dira jamais qu'ils sont restés éternellement au pouvoir. Bien, merci Monsieur Bancolé. Et on souligne au passage que la coalition elle-même, le parti au pouvoir et la CEDEAO semblent plutôt convaincus que les choses peuvent se faire à travers des élections, raison pour laquelle dans les recommandations on a parlé de réforme et aussi d'élections. Est-ce que je me trompe, Monsieur Atakpama? Non, ce que je voulais dire, il faut préciser, et je vous disais tout à l'heure que par une série d'erreurs au niveau de nous, les responsables politiques, nous avons fait croire aux populations que c'était une lutte politique, alors que c'est une lutte de libération nationale. Et donc, il faut bien comprendre. Parce que quand les auditeurs disent il faut gagner le pouvoir, pas se battre pour les élections, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils sont en train de nous recadrer. Parce qu'aujourd'hui, les élections qui sont en train d'être organisées ne seront pas transparentes et c'est un jeu de dupes. Il serait temps que nous fassions ce qu'il faut faire. Mais ça, ce n'est pas une histoire d'opposition. Ce n'est pas une histoire de la coalition. Ce n'est pas une histoire de M. Nathaniel Olympio. Ce n'est pas une histoire de M. Jean-Pierre Fabre. C'est une histoire des populations. Une fois que c'est toutes les populations qui se lèvent pour lutter pour leur libération, et là, personne ne leur parlera d'élection. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'une partie de la population aussi est acquise au parti au pouvoir. Il y en a certains qui sont allés se faire recenser alors que la coalition avait appelé au boycott. Le boycott a réussi. Si vous avez bien vu, et vous avez vu comment ça s'est passé dans les deux zones, où on a été obligé de recenser des mineurs, des enfants. On a sorti des enfants des classes, du collège et du lycée pour les obliger à se recenser. On a menacé. Cette version a été refutée par certains membres de la CENI. Non, quand même, entre nous, on ne peut pas refuser l'évidence. On a vu ça. C'est des preuves palpables, vous savez. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. On a vu comment on a été obligé de sortir dans la rue, pousser des gens et même de menacer les populations. Leur dire que la nuit, si on les arrête, ce n'est pas la carte d'identité qu'on va leur demander, mais c'est la carte d'électeur. Et ils se sont exécutés. Donc certains ont eu peur, mais la majorité a respecté le boycott. Donc au final, vous pensez que le dernier mot revient à la population, si elle est déterminée, comme vous le dites? Si elle est déterminée, c'est à elle de continuer ses efforts pour que nous sortions de de la coupe de cette mafia-là. Parce que c'est une mafia qui ne veut pas partir. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas une lutte entre le pouvoir et l'opposition. C'est une lutte entre une minorité qui a pris en otage le pays et la grande majorité des populations pour sortir de l'esclavage. Et donc c'est ça, il faut bien comprendre ça. Et puis, on va avancer. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où plusieurs estiment que différentes stratégies ont été essayées, on va dire. Il y a eu la méthode forte, la confrontation, qui, selon certains, n'a pas porté de fruits. Et aujourd'hui, certains regroupements d'organisations de la société civile proposent plutôt une discussion, de la courtoisie entre Togolais, une compréhension mutuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je souligne le terme mafia que vous employez. Est-ce que ce n'est pas de nature à braquer davantage les acteurs politiques que vous êtes les uns contre les autres? On a tout essayé. On a tout essayé, hein. Même la courtoisie dont vous parlez. On a tout essayé depuis plus de 28 ans.
On a tout essayé. Et rien n'a marché à Rien votre n'a avis? marché. Ce qu'on remarque aujourd'hui, depuis 28 ans, et il faut avoir ça à l'esprit, c'est que ce régime-là a toujours fait le sien et le passage en force. Ce régime avance toujours par le passage en force. Et tout ce que les maigres résultats que nous avons obtenus, nous l'avons obtenu en faisant un rapport de force. Nous n'allons jamais retrouver ça en disant, s'il vous plaît, messieurs, vous pouvez laisser le peuple respirer un peu. On l'a jamais eu comme ça. Vous comprenez? Quand des organisations de la société civile sortent dans la rue, ou même des jeunes comme ça spontanément sont sortis dans la rue à Lomé pour demander la baisse des prix du carburant, qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré sur eux. Un jeune est mort. Donc vous pensez... La dernière fois, c'est pas des enfants qui ont été tués. Quand des jeunes à Dapan sont sortis pour réclamer leurs professeurs, on a tiré sur eux. Des enfants sont morts. Donc vous pensez que la méthode douce ou la courtoisie ou les discussions entre Togolais, ça ne peut pas payer? Je ne dis pas que ça ne peut pas payer. Je dis qu'on l'a expérimenté. Ce n'est pas nouveau. On l'a fait. Nous sommes en face d'un groupe qui est persuadé qu'il faut qu'il reste éternellement au pouvoir. Or, ce n'est pas possible. De toute façon, ils doivent comprendre que c'est leur chance aujourd'hui. C'est leur chance aujourd'hui de faire en sorte que demain, tous les Togolais vivent en paix. C'est ce que dit également M. Bankole, qui leur demande de préparer l'alternance eux-mêmes. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y. À 3 mois après l'adoption des recommandations, où en est-on dans leur mise en œuvre? Rien ne se fait et rien ne se fera par cette communauté internationale pour le Togo, parce qu'ils ont transformé le Togo en une république bananière et où on vient faire des affaires et tout ça. Ça veut dire que vous pensez que le dernier mot revient à la population, comme le dit M. Atakwana? Bon, je crois qu'il faut laisser tomber tout ça, parce que cette population a assez donné, hein, depuis 63, qu'ils ont assassiné notre démocratie, 2005, tout ça là. Cette population a assez donné. Je demanderai aux politiques de trouver une formule pour trouver une gouvernance en shadow. Vous voyez, ça dit, il faut qu'on, je sais pas, qu'on trouve un truc, parce que c'est cette communauté qui a installé ce pouvoir violent et qui est derrière. Et puis voilà. Donc il faut qu'on trouve un truc, qu'on laisse la population un peu, je crois, hein, je crois. Mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un Dieu pour ce pays. Bien. Il y a un Dieu pour le Togo. Merci. Voilà. Merci, madame Essi. Passez une excellente journée. Elle dit qu'il faut qu'on trouve un truc. C'est ce qu'elle a dit. Il faudrait laisser la population tranquille parce qu'elle a assez donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la population togolaise a assez donné. Mais tant qu'on a commencé une lutte, on n'a pas encore les résultats, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas se résigner comme le propose madame Essi. On ne peut pas se résigner. Elle dit il y a un Dieu pour le Togo, mais le Dieu du Togo, c'est le peuple togolais. Il faut que nous comprenions ça. C'est le peuple togolais et c'est au peuple de finir sa lutte là. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. On vous appelle comment? Moi, c'est Rachad. Pardon? Rachad. Rachad, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Moi, j'aimerais savoir une chose. Quand déjà les gens parlent d'échec, il y aura une rencontre de la CEDEAO le 22 décembre. Ou bien c'est le 20, je ne sais même pas. Qu'est-ce que le pouvoir ira dire? Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Quand les gens me disent d'échec, la C14 qui a opté de ne pas rentrer dans la provocation pour que ce régime procède par la force et imposer autre. Rachad, vous êtes là?
Oh là là, nous l'avons perdu. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de son développement. Je ne sais pas si vous pouvez en tirer une conclusion, Nimdewa Atakpama. Non, j'ai cru comprendre que, et quand bien même ils comprennent qu'on soit en face de l'échec, ils accusent les responsables politiques de la coalition d'avoir opté pour la non-violence. Et ça, beaucoup de citoyens nous le disent. On dit que ce régime, c'est pas la force, il faut à tout prix user de violence. Mais je rappelle, et je vais insister là-dessus, si des gens veulent qu'on continue la discussion, ils peuvent m'appeler, je vais leur expliquer. Nous n'avons pas intérêt à prendre des armes. Ce n'est pas parce que c'est difficile à faire. Aujourd'hui, c'est très facile de faire. C'est la solution la plus facile. Mais cette solution-là ne peut pas nous amener à la démocratie. Vous comprenez? Il y a une différence entre l'alternance et la démocratie. On peut changer un régime dictatorial par un autre régime dictatorial. Et dans tous les cas, ce n'est pas dans l'intérêt de la population. Ce que nous voulons, c'est que le peuple reprenne son pouvoir. Le peuple reprend son pouvoir et tous ceux qui vont venir au pouvoir, ils savent que le peuple est le patron. Le peuple est le chef et ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que nous sommes obligés de prendre les méthodes de non-violence. Alors, quel serait votre mot de la fin, puisque vous parlez d'échec? Est-ce que cela voudrait dire que c'en est fini pour ceux qui doivent être libérés dans le cadre des mesures d'apaisement, des réformes ou des élections? Non, ceux qui ne sont pas libérés, je pense que aujourd'hui c'est clair et les populations doivent comprendre. Il faut qu'on aille les chercher. Tout ce que nous avons eu, nous avons fait un rapport de force. Il faut qu'on aille les chercher. Par des manifestations? Je dis juste aujourd'hui qu'il faut qu'on aille les chercher. Mais votre question me donne l'opportunité d'appeler tout le monde à répondre au mot d'ordre de manifestation de Togo Debout pour le 3, le samedi, et que les gens sortent nombreux. Et c'est bien aussi et c'est très bien même, c'est mieux que la société civile prenne de l'avance, prenne des forces et la société civile s'exprime même mieux que nos populations. Togolais, lève-toi, lutte sans défense, comme le dit notre hymne national, sans les réformes indispensables. On n'a pas le temps pour que je les cite, mais sans les réformes indispensables, il ne faut pas qu'on laisse un parti participer à cette parodie-là. Aucun parti ne doit, et le peuple doit être vigilant, aucun parti ne peut et ne doit collaborer à cette parodie-là sans les réformes indispensables. Mais les réformes, nous devons les avoir. S'ils ne veulent pas nous donner, sachez qu'il faut qu'on s'organise pour aller les chercher. On doit maintenant les chercher, c'est le mot d'ordre maintenant. Nous devons aller chercher nos prisonniers, nous devons aller chercher nos réformes avant d'aller aux élections. Merci Nimdewa Atakpama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué aux affaires intérieures du Parti des Togolais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.